Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. En République démocratique du Congo, servitude pénale à perpétuité prononcée contre les présumés assassins de Floribert Chebeya ce jeudi. Le réquisitoire est jugé lourd par la défense, mais satisfaisant pour les avocats de la famille et les associations des droits de l'homme. Économie algérienne, dans un contexte de baisse des prix du pétrole sur le marché international, l'Algérie se trouve confrontée à une crise multidimensionnelle, budgétaire, économique et structurelle. Analyse des récentes mesures du gouvernement. Immersion au cœur du métier de tisserand, ces artisans manient des étoffes multicolores de génération en génération. Rencontre avec des tisserands sénégalais dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, ce samedi 15 août marque la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale de la République du Congo. Les festivités de l'accession à la souveraineté du Congo, couplées à la municipalisation accélérée du département de la Sangha, se tiennent à Ouesso, situé à 800 km de Brazzaville, la capitale. En République démocratique du Congo voisin, le ministère public a prononcé ce jeudi le réquisitoire contre les présumés assassins du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur fidèle Bazana. On fait le point dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Commentaire Emmanuel Milimono. République démocratique du Congo, le ministère public a requis le jeudi 13 août la servitude pénale à perpétuité à l'encontre de 5 policiers accusés d'avoir assassiné le défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur fidèle Bazana. Ce réquisitoire rejoint les demandes formulées par les avocats des partis civils dans leur plaidoirie il y a une semaine. Mise en charge de prévenus Daniel Moukala Iwana Teso, Georges Kitouma Amissi, François Ngoy Moulongoy, Michel Mouilawa Koubambo et Blaise Mandia Moukoulé. Les condamnés tous à la servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs, à la servitude pénale à perpétuité pour assassinat de Floribert Chebeya, à la servitude pénale à perpétuité pour assassinat de Fidel Bazan. La tâche s'annonce difficile pour la défense qui doit prendre la parole lors de la prochaine audience prévue le jeudi 20 août. Pour les avocats des accusés, le réquisitoire prononcé par le ministère public est très lourd. Réquisitoire extrêmement dur, parce que l'association de malfaiteurs qui avait été balayée par le premier juge, on y revient. La manière dont il a décrit l'assassinat et de Chebeya et de Bazana, et ensuite le délit de faciès qu'il met à charge de mon client en le décrivant comme un personnage peu pendable. C'est très lourd et c'est pour cela que même si nous avons des arguments, mais il faut agencer ces arguments-là. Floribert Chebeya, président de l'ONG La Voix des Sans-Voix, a été retrouvé assassiné en 2010. Le corps de son chauffeur fidèle Bazana est resté introuvable jusqu'à ce jour. Leurs proches courent depuis 2010. La peine de mort a été prononcée contre 3 des 5 accusés en première instance. Les avocats de la famille et les associations des droits de l'homme considèrent satisfaisant le réquisitoire prononcé ce jeudi 13 août 2015. Relance de l'économie algérienne face à la chute des recettes du pétrole. Alger cherche des moyens de renflouer les caisses de l'État avec une baisse continue des cours du pétrole. La situation économique de l'Algérie se tend peu à peu, mais de nouvelles pistes sont explorées par les autorités. Ibra Khadindia nous explique lesquelles. Une amnistie fiscale pour intégrer les fonds informels dans la sphère bancaire. L'initiative vient du gouvernement algérien qui a annoncé le 10 août ce plan. La fraude fiscale est estimée à 4 milliards de dollars par an en Algérie. Ce dispositif, prévu par la loi des finances complémentaires 2015, devrait permettre à l'État algérien de renflouer ses caisses face à la chute des ressources pétrolières. La recette pétrolière et gazière devrait tomber cette année à 34 milliards de dollars contre 68 milliards en 2014. Est-ce que cette mesure va permettre effectivement d'intégrer cette masse monétaire dans la sphère réelle ? Là, moi je note quelque chose qui me paraît assez étrange. Normalement, l'opération aurait dû être menée par la Banque d'Algérie, qui est la banque des banques. Parce que le rôle du ministère des Finances, c'est uniquement l'équilibre budgétaire. La loi sur la monnaie et le crédit algérienne
donne de larges prérogatives à la Banque centrale d'Algérie. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi cette opération a été menée par le ministère des Finances, parce que c'est pas dans ses prérogatives, d'après la législation en vigueur, et pourquoi pas par la Banque centrale d'Algérie. Toutefois, certains analystes restent pessimistes pour plusieurs raisons. Ils pointent du doigt en premier lieu l'instabilité du dinar. Je vais vous montrer pourquoi ça risque d'achoper. Actuellement, qu'est-ce que fait la Banque d'Algérie? Elle est en train de déraper simultanément le dinar à la fois par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Ce dérapage donne une méfiance de l'Algérien vis-à-vis de la monnaie du dinar. Alors que le rôle du Conseil des ministres, lorsque ça a été adopté, c'est de redonner confiance pour que les gens, les commerçants, les gens qui ont du capital argent dans la sphère informelle, puissent effectivement déposer cet argent-là. Là, il y a eu un dysfonctionnement entre la politique de la Banque centrale qui dérape simultanément le dinar par rapport à l'euro et au dinar, à l'euro et au dollar, et cette volonté de redonner confiance pour intégrer cette masse monétaire. La date limite de ce dispositif a été fixée par les autorités au 31 décembre 2016. Allons à présent à la découverte du métier de tisserand, très ancien dans les sociétés africaines. La discipline reste très pratiquée sur le continent. C'est notamment le cas au Sénégal où ces artisans sont très souvent originaires de la Guinée-Bissau, mais aussi de la Casamance. Notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye, est allé à leur rencontre. Les pieds et les mains au centre du métier de tisserand. Le travail consiste à entremêler les fils de manière ingénieuse et méthodique. Tout ceci pour obtenir au bout de quelques heures un pagne. Le métier de tisserand est très ancien dans les sociétés africaines. Dans la capitale sénégalaise, cet art multiséculaire est aux mains d'une colonie de ressortissants bissau-guinéens qui l'exercent avec enthousiasme et maîtrise. Depuis 2003, j'exerce ce métier. On fait ici différents modèles de pagnes et ce sont principalement les femmes nos clientes. Elles en ont besoin pour les baptêmes et les mariages. Par jour, on fabrique une trentaine de pagnes et si les clients ne viennent pas ici, on vend nos produits dans les différents marchés de Dakar. La qualité repose sur les différents types de fils utilisés pour réaliser le pagne. À cela, il convient d'ajouter un critère important, le fond et le dessin utilisés dans le pagne. Ce sont ces éléments qui déterminent le prix du pagne. 15 000. 15 000. Si le fond est en coton et le dessin est en soie, on peut vendre le pagne à 15 000 francs CFA. Par contre, quand tout est tissé avec de la soie, le prix est plus élevé. Il varie entre 25 000 et 35 000 francs CFA. Le métier de tisserand demeure un travail fastidieux. Aucune méthode de modernisation n'est encore expérimentée au Sénégal. Comme tout métier artisanal, les tisserands sont confrontés à la cherté de la matière première et la concurrence déloyale. Éducation au Nigeria, le président Muhammadu Buhari souhaite introduire une réforme dans le programme d'enseignement. Désormais, l'instruction religieuse basée sur l'islam sera au programme dans les écoles. Reportage de notre correspondant au Nigeria, Afonake Olindoye, commenté par Emmanuel Milimono. L'instruction religieuse basée sur l'islam bientôt au programme dans les écoles secondaires au Nigeria. Pour le président nigérien Muhammadu Buhari, cet enseignement est devenu essentiel. Désormais, 2 livres islamiques s'ajouteront au manuel scolaire des établissements secondaires. Zulaïha est étudiante et musulmane. Même si elle ne bénéficiera pas de ce programme, elle pense qu'il sera bénéfique pour les jeunes, mais elle nuance. Le président étant lui-même musulman, il ne devrait pas favoriser sa religion. La plupart des livres islamiques sont très instructifs, moralement et dans tous les aspects. Ils ne sont pas seulement réservés aux musulmans, ils parlent de la façon dont nous devrions pratiquer l'islam, comment nous devons vivre avec les gens. Je suis sûre que le président a ses raisons. L'islam est la religion de la paix. Mais en tant que musulman, il ne doit pas introduire les programmes islamiques dans le programme scolaire parce que nous vivons dans une société où les gens pratiquent différentes religions. Introduire l'instruction religieuse, oui, mais pas à ce niveau de l'enseignement, dit pour sa part cet enseignant. Pour lui, cela va créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Les livres islamiques sont assez délicats. Il y a des mots, des noms avec lesquels vous ne pouvez pas plaisanter. Si je devais donner un conseil au gouvernement, je lui conseillerais d'abandonner cette réforme. Si quelqu'un veut étudier l'islam, il devrait le faire dans les universités, pas à l'école secondaire ni dans les écoles primaires.
Certains pensent également que les défis du système éducatif nigérian sont autres. La réduction des grèves des enseignants, la gratuité de l'éducation et l'amélioration du système éducatif pourraient être autant de priorités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.